Oh oui, oh oui, mes amis, bienvenue sur la nouvelle TLR Reviews pour ce WWE SmackDown du 11 octobre 2024 en direct de Greenville en South Carolina. Alors, comme vous le voyez, comme vos yeux vous le disent si vous regardez sur YouTube, je suis à Marseille dans les vestiaires, d'où ce magnifique écho que moi-même j'entends. Alors, j'ai de la peine pour vous, mes amis, qui regardez sur YouTube, ou pire, qui écoutez sur Spotify. Je vais essayer de trafiquer un peu le son pour pas que cet écho se réverbère trop dans vos oreilles, mais croyez-moi, j'essaye très fortement, j'essaye vraiment beaucoup de moduler le volume et l'intonation de ma voix parce que je serais tenté de parler fort comme ça, mais si je le fais, l'écho va être 2 fois plus fort. Donc, on est sur la route, on catch, vous vivez cela pas en direct mais presque. Et donc, avant ce show de la Tigers Pro Wrestling ce soir à Marseille, après 4 heures d'entraînement super avec les jeunes qui étaient là ce soir, je me pose pour à 16h15 très exactement faire la review de SmackDown que j'ai regardé ce matin. On a eu un très bon SmackDown et nous allons voir cela en détail. Oh oui, oh oui. Donc tout de suite en fait, quelque chose qui nous montre qu'on va avoir un gros show, c'est qu'on nous annonce dès le début, alors non seulement 2 matchs de championnat ce soir pour SmackDown, un match pour le titre de champion des États-Unis de Louis Albert Chevalier, LA Knight, et surtout, alors ça quand j'ai vu ça mes amis, j'étais tellement heureux, je me suis dit c'est bon, je vais mettre avance rapide jusqu'à son match, Jade Cargill en action. Alors je sais que c'est dur à croire, quand on connaît déjà Jade Cargill et qu'on connaît encore plus les analyses que j'en fais dans mes TLR Reviews, apprendre la nouvelle que Jade Cargill va catcher, c'est un peu comme à l'époque quand André le Géant allait catcher. Alors bien évidemment, désolé à André de faire cette comparaison, mais c'est un événement interplanétaire et d'avance j'en salive. Ça va être magnifique. Hashtag ironie. Et une fois qu'on a eu ces 2 annonces, nous commençons par une in-ring promo de Jimmy Uso. Alors j'étais très curieux de voir ce que donne Jimmy Uso tout seul parce que j'étais un peu familier avec ce qu'il faisait au sein de la Bloodline avant WrestleMania parce que j'avais suivi quand même l'actualité catch WrestleMania, notamment avec le retour de The Rock, ça oui. D'ailleurs, aucun rapport avec ce que je vais dire, mais j'y pense parce que je viens d'entendre la porte qui se ferme. On risque d'être interrompu pendant cette review parce que là je suis dans un des 2 vestiaires. Malheureusement les portes ne ferment pas à clé et donc peut-être qu'à l'improviste des catcheurs vont rentrer. Donc il y aura sûrement des cuts dans cette review. Mais dans tous les cas, en parlant de cuts, donc Jimmy Uso avait été cuté des storylines après s'être fait attaquer par Solo Sikoa après WrestleMania. Donc là, on a l'occasion dans cette promo déjà de le voir seul à l'action. Et donc j'étais très intrigué, d'autant plus qu'il y a encore quelques semaines, son frère jumeau, pas petit, pas grand, frère jumeau, Jey Uso, commence à rencontrer un succès absolument inégalé dans sa carrière solo. Donc je suis vraiment très curieux de voir ce que va donner Jimmy, d'autant plus que vous savez ce qu'on dit dans les équipes, il y a toujours un Shawn Michaels et un Marty Jannetty. Il y a toujours, remarque non, dans les frères Hardy, les 2 ont bien moussé. Peut-être dans les Dudley Boys, peut-être, on pourrait dire que Devon a légèrement moins moussé en solo que Bubba Ray Dudley, qui a eu, je ne sais plus s'il catch encore, mais en tout cas à la TNA récemment, il a eu un run de ouf. Donc voilà, c'était avec les yeux grands ouverts comme je les ai sous ces lunettes que malheureusement vous ne pouvez pas voir à travers. Et c'est pour ça que j'adore. Oh oui, oui, ça permet de regarder où on veut. D'ailleurs, c'est ce que m'avait dit souvent William Regal à l'époque à NXT. Un peu de Monster. Le Monster, je ne sais plus c'est lequel, c'est le Super Dry. Alors on voit cette magnifique couleur vert fluo. Ouh là là, ça doit être rempli de produits 100% naturels. Oh oui, oh oui. En tout cas, ça me réveille. Donc, et là, j'en ai bien besoin parce que lever 5h du mat ce matin pour prendre le train à 7h, j'ai regardé SmackDown dans le train, 4 heures de training, 4h, 4h30, et là j'enchaîne pour la review. Après je vais essayer d'aller me poser 1 heure ou 2 avant le show ce soir à 8h. Oh oui, la vie de catcheur et de youtubeur. Ah ouh. D'ailleurs mes amis, croisez les doigts. J'ai fait des tests. Enfin, j'ai fait quelques tests. J'ai pas encore posté de story. Je le ferai peut-être demain. Si j'ai du bon footage,
Je vous annonce, on va faire de l'inédit sur la chaîne. Alors, soit sur la chaîne, soit sur le profil du TikTok. Je pense TikTok pour essayer de lancer le truc là-bas. Mais peut-être je les mettrai aussi en short YouTube. Et ça, croyez-moi, si ce que j'ai en tête se matérialise, et ça va le faire, croyez-moi, ça va être énorme. J'en dis pas plus. Vous allez kiffer de ouf. Kiffer de ouf, mes amis. Oh oui, oh oui. Esprit créatif, Tom Laruffa. Ah oh, bel esprit, magnifique. Wow. Et bref, tout ça pour dire, premier de la vidéo. Ouais, donc à voir si Jimmy en solo peut autant assurer que Jay. Et donc, ce soir, donc, il affronte Solo Sikoa en match simple. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en plus, on a tendance à l'oublier, mais c'est pas comme moi, des fois je l'oublie tellement il est devenu bon, mais ça, on va y revenir dans le main event. Solo Sikoa, c'est le frère de Jimmy et de Jay. Donc en fait, Jimmy va affronter son frère là encore, c'est un truc de ouf. Et Rikishi, bon, j'allais dire, je sais pas ce qu'il a dans le sens, c'était un excellent catcheur, surtout pour son physique, la taille qu'il avait, il bougeait super bien, mais là, ses enfants, qu'est-ce qui se passe? Faut m'expliquer, frérot, tu as suivi un régime spécial ou un mode de vie spécifique avant d'avoir tes enfants, parce que tu as eu que des dieux du catch, presque, quasiment, hein. Donc bel esprit, monsieur Rikishi, oh oui, oh oui. Et donc, Jimmy annonce qu'il va faire ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire botter le derrière de son petit frère. Oh oui, oh oui. Et alors là, boum, direct à l'OTC, pas l'OTO, attention, l'OTC, pour ceux qui regardaient ma dernière review, je crois, de SmackDown ou de Bad Blood, on sait tous ce que veut dire OTO, oh oui, oh oui, hashtag symbolisme. Mais bref, l'OTC arrive, et là, dès le début de SmackDown, oh oui, on a un feeling de main event, ça le fait. On a aussi un feeling de teinture de barbe, mon petit Roman Reigns, mon petit règne des Romains, tu vas pas me la faire, hein, parce que moi, justement, vous avez vu, j'ai arrêté de me teindre la barbe. D'ailleurs, je plaide coupable, enfin, c'est même pas que je plaide coupable, je suis honnête, je reconnais. Sur les photos que Alex Castillo d'Horizon Wrestling utilise pour faire les cadres qu'il y a autour de ses vidéos, c'était un photoshoot qui date de, waouh, il y a presque un an maintenant. Ouais, quasiment un an. Je crois que c'était janvier, non, peut-être même un peu plus. Non, oui, plus, non, c'était un an. Oui, c'est quand je suis rentré des States, donc ça devait être novembre, ouais, si je dis pas de bêtises, novembre 2023. En fait, j'avais la barbe bien teinte, donc oui, il n'y avait pas le gris que j'ai sur mon menton. D'ailleurs, ça me fait rêver, hein. Moi, ma barbe, il y a le gris que là, donc bel esprit, ça fait très stylé. Donc depuis, j'ai arrêté de me la teindre parce que je me suis dit, bon, déjà, primo, ça fait, bon, ça va, ça. Au bout d'un moment, se teindre la barbe quand tu as 40, 45 ans, 50 ans, là, ça devient vraiment trop fake. Deuxièmement, la barbe poivre et sel, voire argentée, blanche, ça fait ultra stylé en mode druide, chaman, tout ce que vous voulez, magicien, sorcier, oh oui, bel esprit, sorcier de lumière, de magie blanche, enfin, sorcier blanc, hein, sorcier du bon côté de la lumière, oh oui. Et bon, tout ça pour dire, mon petit Romain, il y a quelques semaines, t'es revenu, t'avais du gris dans la barbe, maintenant la barbe, elle est pas complètement noire, mais quasiment. Moi, tu vas pas me la faire. Moi, on peut pas worker un worker, donc ok. Non mais en fait franchement je regarde ce genre de détails parce que je me dis, d'ailleurs pour que vous compreniez pourquoi moi maintenant j'ai arrêté de me teindre la barbe, parce qu'en fait je me dis dans tous les cas c'est un uphill battle, c'est une bataille où vous montez la pente en fait, et en fait plus ça va aller, plus il va falloir mettre de la teinture, plus il va falloir le faire, donc au bout d'un moment autant assumer, autant avoir le bel esprit, autant être nature peinture et se laisser tout simplement comme mère nature nous a fait. Donc oh oui, et franchement je trouve très stylé le gris dans la barbe, bel esprit. Il y a quelques années je refais, oh non je vieillis et maintenant je m'en bats les steaks. Pourquoi? Parce que quand vous avez la confiance intérieure et le feu intérieur, il n'y a rien, absolument rien qui peut vous arrêter. Oh non. Donc après avoir précisé que le règne des Romains se teint la barbe, en deux phrases, il devient, alors c'est pas qu'il devient babyface, il l'était déjà Roman Reigns, mais comprenez ce que je veux dire. En deux phrases, quand il dit « Join me and acknowledge him » en parlant de Jimmy Uso, rien qu'avec cette phrase, le mec devient ultra babyface. Alors attention, il l'était déjà. Mais en fait, c'est ça la magie du catch. La magie du catch, c'est que si vous êtes un super heel, la foule va adorer vous aimer en babyface. Et l'inverse est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur de commencer babyface et de devenir heel. Si vous commencez en heel, je crois que c'est MVP qui avait dit ça. C'est MVP ou quelqu'un qui parlait d'MVP qui disait quand vous commencez, c'est toujours mieux de commencer en heel. Parce que déjà quand vous commencez en heel, si vous avez des bonnes vignettes, un bon perso, ça va être facile, enfin entre guillemets facile si vous avez ce charisme, de se faire huer. Mais après, si vous faites bien huer en tant que heel, la foule va vous adorer par la suite. Alors qu'à l'inverse, si vous commencez en babyface,
elle va vite se lasser et vous allez petit à petit devenir heel, mais vous êtes toujours babyface. Ça va faire un truc à la John Cena où c'était 50-50. Alors attention, respect total à ce qu'a fait John Cena, mais ces réactions de la foule qui étaient inédites dans le business, c'était 50-50 et c'était entre guillemets relou, on va dire. Parce que c'est toujours mieux quand vous êtes clairement babyface ou clairement heel. Et là, donc, Roman Reigns, avec ces deux phrases, Join me and acknowledge him, en parlant de Jimmy Uso, le mec, ça y est, il a fait sa transition en babyface. Parce qu'on l'a connu toujours très hautain, très sûr de lui et très acknowledge me. Mais là, en une phrase, quand il dit acknowledge Jimmy Uso, ça montre que maintenant il est passé du côté du babyface et qu'il n'est plus autant mégalo. Parce que c'est exactement ça, le mot mégalo. Hein. Si vous avez, c'est pour ceux qui n'avaient pas encore compris que Roman Reigns, dans son personnage, c'est un mégalomaniaque. Même, d'accord, Tribal Chief autant que vous voulez, mais bon, sur papier, c'est un heel, hein, le Tribal Chief. Il est mégalo, acknowledge me, vénérez-moi, grosso modo, reconnaissez-moi, mais reconnaissez-moi en tant que votre autorité, donc grosso modo, vénérez-moi. Ouais, franchement, bon, non, peut-être un jour je le ferai, hein, je commencerai mes prolongs en disant le nom de la ville et je dirais Marseille, vénérez-moi. Et là, ils se mettent tous à genoux. Au lieu de se lever, toute la foule se met à genoux. Ça serait énorme, ça. Qu'un jour, on ait un show de catch où, plutôt qu'ils fassent du bruit et qu'ils se mettent à sauter dans tous les sens, l'inverse, ils se mettent tous à genoux et tout le monde se rabaisse. Ça serait énorme. Oh oui, oh oui. Donc, Washington, D.C., vénérez-moi. Oh oui, oh oui. Et donc, mes amis, ça me rappelle d'ailleurs cette histoire de face et de heel. Une interview d'Hogan, de Hulk Hogan avec Paul Logan, justement, et Hogan lui avait dit, et c'est totalement vrai, que Paul Logan, le jour où il va tourner babyface, il va tout exploser. Et il lui avait même, j'allais dire, il lui avait presque booké d'ailleurs le truc. Il lui disait, écoute, mec, il suffit, je sais pas si vous l'avez vu cette interview, dites-le moi dans les commentaires si vous regardez ce genre d'interview en anglais. Mais donc, Paul Logan, il avait interviewé Hulk Hogan pendant, je crois, 1 heure, 1 heure et demie, quelque chose comme ça. Et en fait, Hogan, il lui expliquait, toi, brother, quand tu vas passer babyface, ça va exploser, quoi. Et en fait, ça serait super facile à faire. Ce qu'il faut, on fait un segment dans le ring avec Hulk Hogan. Il se fait couper par 2 heels et attaquer, défoncé par les heels, mais vraiment des méchants heels. Et là, tu as Paul Logan qui arrive avec une chaise et il nettoie, et boum, en un mouvement, Paul Logan passe babyface parce qu'il vient aider Hulk Hogan. Et là, par contre, quand il a dit ça, parce que Hogan aussi continue à détailler ça, quand il a dit ça, moi, mon cerveau, il a marché, et je vous confirme, les amis, mark my words, parce que apparemment, Paul Logan a pris la décision, il a dit à Triple H qu'est-ce qu'il faut être pour être le top guy de la WWE. Eh ben, Triple H lui a dit, mec, il faut que tu mettes put the work in, put the hours in. Ça veut dire, mec, il faut pointer. Il faut que tu pointes au boulot. Il faut faire les live events. Il faut faire tous les shows. Il ne faut pas être sur un schedule réduit. Et apparemment, Paul Logan est intéressé. Et moi, je vous le dis tout de suite. Paul Logan, s'il est bien booké, c'est même pas s'il a du talent, parce que ça, on sait qu'il a du talent, on sait qu'il aime ça. Et on sait qu'il a le potentiel. S'il est bien booké, ça peut être un des plus grands babyface de l'histoire. Et ça, je vous le promets. Le mec, il est américain, il a des millions déjà de followers, il a le charisme, il a le talent dans le ring, il a la gueule, il a le micro. S'il est booké comme il faut, Paul Logan, je sais pas si ça pourrait devenir genre un nouveau Hulk Hogan. C'est le premier de la vidéo, ça oui, il y en aura 2 autres, mais eux, ils seront plus négatifs. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez Paul Logan devenir l'un des plus grands babyface de l'histoire de la WWE? Moi, franchement, je le sens. Je le sens. C'est le genre de truc que je le sens. Il a la passion, il a le look, il a le following, il a le talent. Ouais, je le vois. S'il est bien booké, après, il faut qu'il soit booké comme ça, quoi. Il ne faut pas qu'il soit booké en heel ou qu'il soit booké à faire, j'allais dire, plein de défaites ou des trucs comme ça, quoi. Il faut vraiment le pusher. Vous le mettez avec Hulk Hogan, c'est bon, le mec, il explose tout. Ça, je vous le dis tout de suite. Le mec, il a interviewé les plus grandes personnes de la planète. Il a interviewé Donald Trump il n'y a pas longtemps sur YouTube. Même Triple H fait pas ça. Enfin, bref. Et donc... Alors par contre, ouais, alors ça m'a fait délirer. Pour ceux qui regardent mes reviews AEW, en fait, quand Roman Reigns dit à la caméra « When I said I'm the greatest of all time, I meant it ». Quand j'ai dit que j'étais le meilleur de tous les temps, j'étais sérieux. C'est 10 000 fois plus crédible et ça passe tout de suite mieux que quand c'est Daniel Garcia qui le dit à la AEW. Lui, il n'avait pas dit ça. Désolé les amis, le magnifique Monster 100% naturel, oh oui oui, vert fluo. Quand c'est Daniel Garcia qui le dit à AEW et qui dit je suis un des meilleurs catcheurs de la planète, non,
Pareil, des non, 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 on va en avoir quelques-uns sur la review. Et donc, ouais. Donc, et en fait, c'est ça le truc. En fait, c'est ça le truc. Quand le catcheur est convaincu de ce qu'il dit, et surtout qu'il a tout son passé, sa carrière pour le backup, ça passe crème. Et je vous redis, quand Roman Reigns dit « I'm the greatest of all time », eh ben, je suis tenté de presque y croire. Parce qu'il a quand même eu un des règnes les plus historiques de champion du monde de ces 30 dernières années. Et il a un charisme de ouf. Et il a un talent de ouf. Talent de main eventer. Alors c'est sûr, il ne va pas faire 300 000 saltos par match. Mais est-ce qu'il en a besoin? Je ne crois pas. Parce que comme il dit à son cousin Jimmy Uso, la thune, ils en ont gagné à droite et à gauche. Et donc, à ses yeux, ils sont toujours les numéros 1. Mais là, Jimmy le ramène sur terre dans la promo et lui dit non, c'est plus le cas, mec, on n'est plus le numéro 1. Là, on est dans le caniveau, donc on a besoin de toute l'aide possible. Et donc là, tout le monde comprend yeet, que Jimmy sous-entend bien évidemment son frère Jay. Et là, Roman Reigns dit non, pas de yeet. Mes amis, c'était un grand moment de cinéma. Pardon, je fais exprès de me tromper, un grand moment de catch. Les graines ont été plantées pour War Games. Et je vous redis, c'est comme une scène de ciné. Parce qu'en fait, c'est ça. Je le dirai en conclusion, mais maintenant, je sens la vibe de booking de la WWE sous l'ère Triple H. Et alors, non seulement j'adore ça, mais je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'on en arrive là. Attendez la fin de la vidéo et la conclusion pour comprendre ce que je vous dis. Mais ouais, cette promo, c'était du cinéma. C'est grosso modo le gentil. Alors, c'est du réchauffé de Cody Rhodes, hein, ça je vous le dis tout de suite. Hein. C'est du réchauffé de l'alliance avec Cody Rhodes en mode on a besoin de Cody. Non, j'ai pas envie de le faire. Ah ben non, finalement, j'ai pas le choix. Là, ils vont nous faire la même sauce pour Jey Uso. Mais bon, c'est pas grave, j'ai envie de dire ça passe parce que les gars ont tellement de charisme que allez, c'est bon. Allez, vite. Allez, passe. C'est bon, allez, c'est bon. T'as quoi? T'as 18 ans? Allez, c'est bon, passe. C'est en mode videur. Bref, US Championship match entre Carmelo Hayes et Louis-Albert Chevalier, LA Knight, c'est ce qui suit ce segment d'ouverture avec Roman Reigns. Oh oui, donc on a commencé SmackDown sur les chapeaux de roue. Alors avant même de commencer ce match pour le championnat américain, bon déjà avec le ralenti de la blessure d'AJ Styles, tout de suite ça semble leg it, ça semble shoot, et je vous dis, monsieur AJ Styles, bon rétablissement du fond de mon cœur et du fond de mon professionnalisme inconditionné. Oh oui. Et je dis bien bon rétablissement, monsieur. Petite anecdote, pourquoi? Parce que c'est marrant, parce que j'ai noté dans les notes bon rétablissement, monsieur. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le catch, quand vous appelez quelqu'un monsieur, c'est vraiment la marque de respect total. Il m'avait fait délirer. Bon, même s'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites au sujet de Bill DeMott, des fois, il pouvait être cool, il pouvait être marrant, entre guillemets. Et en fait, un jour, comme j'en parle, alors, ça me permet de faire une annonce. Comme j'en parle dans la TLR Stories numéro 1, où je vous explique tout le passé, tout le background de mon match à TakeOver, je vous explique que Bill DeMott faisait souvent, enfin tous les coachs au Performance Center faisaient souvent des sessions d'entraînement additionnelles. C'est-à-dire par exemple, grosso modo, bon ça je détaillerai dans la TLR Stories, une journée type ou une semaine type au Performance Center par exemple. Elle vous passionnera cette vidéo. Mais donc on avait la journée qui commençait et à 3h, 3h30 peut-être on avait terminé la muscu et le ring et ben, il y avait marqué par exemple son planning de 17h à 18h. Additional training ou bonus training avec Terry Taylor ou avec Bill DeMott. Et donc, si vous y alliez, c'était pas obligé, mais vous marquiez des points au niveau des officiels. Genre, putain, Frenchie, il va à tous les entraînements bonus. Allez, mettez-le sur le show ce week-end. Voilà. Ou alors, allez, mettez-le à la télé la semaine prochaine dans un match contre Mason Ryan, par exemple. Ça marchait comme ça. Et donc, tout ça pour dire, un jour, je vais à une session d'entraînement additionnelle avec Bill DeMott. Il y avait, je me souviens qu'il y avait Baron Corbin, ça c'est clair, parce que c'est sur Corbin d'ailleurs que j'ai fait le dropkick. Baron Corbin, Garrett Dillon. Corbin là-dessus, j'avoue, je respecte parce que lui, il était là jusqu'à ce qu'il soit établi à la télé, qu'il avait son spot sécurisé, entre guillemets, il était à toutes les sessions d'entraînement. Il était vraiment, à chaque fois il était là, à chaque fois il était présent et il bossait dur. Ça, on ne peut pas dire que Corbin n'a pas bossé dur. Ça, il a bossé très dur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y est encore. Et tout ça pour dire, à un moment, on fait un drill où on envoie le mec dans le coin et quand il sort, on lui met un dropkick dans la gueule. Et là, Bill, je lui fais, je peux le faire parce que j'avais mon genou dans la, comment t'appelles ça, pas la brassière, mais l'attelle à la Steve Austin. J'en ai eu 2 comme ça. D'ailleurs, je dois toujours les avoir. Faudrait que je les sorte un jour, je vous les montre en review. Les attelles à la Steve Austin, là, genre qui te maintiennent le genou dans l'axe et pas d'hyper extension quand tu as eu les croisés.
Et là, je fais à Bill, je peux le faire? Il fait, t'es sûr avec ton genou? Je fais, ouais, t'inquiète pas, je vais lui mettre en pleine gueule. Et là, ils me regardent tous en mode, arrête de te foutre de notre gueule, Corbin il fait 2 mètres de haut, toi Frenchy tu fais 1m78, calme-toi, quoi, tu vois. Moi je fais, non, vous allez voir. Et là, j'envoie Corbin dans le coin, il sort, et là, je lui mets un chassé en plein dans les gencives, bon, safe, hein, mais en plein dans les gencives. Et là, et en fait, j'atterris, et là, je me mets en pause, genre le penseur de Rodin, mais tu sais, le mec qui se la pète comme ça, tu vois. Et là, ils ont tous été morts de rire, genre, oh, putain, Frenchy, trop bon. Et là, il y a Bill DeMott, il vient me voir, il fait, hey, I'm Bill DeMott, nice to meet you, sir. J'étais mort de rire, mais qu'est-ce que je me sentais bien. Qu'est-ce que je me sentais bien ce soir-là. Parce qu'en fait, là, j'avais montré non seulement à Bill DeMott, mais j'étais one of the boys. C'est-à-dire qu'on pouvait déconner avec moi et surtout que quand même, j'assurais dans le ring. Malgré le fait que j'ai eu 2 opérations du genou, j'assurais et que je pouvais mettre un chassé à un mec qui faisait 2 mètres de haut. Oh oui, oh oui, comme vous pouvez le voir aussi dans les TLR AM. Parce que là, la vidéo que je pense qui va être publiée dans 2 jours, lundi, ça va être, je pense, TLR AM, un match très émouvant où je catch contre un mec qui fait 2 mètres de haut. Et je lui mets un chassé en plein dans la gueule, je crois, de mémoire. Ou un enziguri, ou un leg lariat, enfin un truc comme ça. Et ça, vous verrez donc la TLRM de lundi. Mais tout ça pour dire, donc je précisais les TLR Stories, donc je parlais ces sessions d'entraînement avec Bill DeMott. Et donc, je vais me débrouiller pour que la prochaine TLR Stories, donc l'analyse de mon match de TakeOver en direct en play-by-play, soit publiée la semaine prochaine en croisant les doigts mercredi. Je vous tiendrai au courant dans la review de Raw, je pense. Et croisons les doigts mes amis, mais je pense que c'est une vidéo que vous attendez beaucoup et croyez-moi, vous allez adorer cette vidéo. Je ne l'ai pas encore filmée, j'ai filmé une version test. La version test est top, j'en ai eu des frissons en la filmant. Là, je vais me mettre vraiment à 100% énergétiquement dans la vidéo, vous allez adorer, oh oui, oh oui. Alors, en parlant d'adorer, ça c'était le match AJ Styles. LA Knight contre Carmelo Hayes, j'ai franchement bien aimé. Pourquoi? Parce que c'est un match à l'ancienne. Il n'y a pas de lock-up, direct ça commence avec des coups de poing, des coups de pied, il y a de l'action, il y a des prises, comme dans les grandes heures de l'attitude era, oh oui, qui est pour moi une ère du catch que je chéris émotionnellement et dans mon cœur. Parce que non seulement les superstars étaient plus grands que nature, physiquement et de leur aura, et deuxièmement, le catch était non-stop. Le truc c'est ça, je vous dis, il faudrait que j'analyse un jour un Monday Night Raw de 97 ou 98 parce que le style de catch était vraiment différent. Et des mecs comme Austin ou Rock, même si dans le ring ils montaient jamais sur la 3e corde, ils avaient un cardio de fou. Les amis, vous peut-être en tant que fan, vous vous rendez pas compte, mais Steve Austin était un worker de folie. La vitesse qu'il avait dans le ring, l'exécution, la propreté, la violence dans tout ce qu'il faisait, c'était... Franchement, Austin, c'est totalement mérité qu'il ait été le visage du business, même si ça n'a pas été longtemps, mais surtout c'était un bosseur, un worker, un travailleur, un catcheur excellent. Franchement, excellent. Et franchement, j'ai presque envie de dire, peut-être meilleur que Roman Reigns, meilleur que Cena. Surtout pour sa cadence de travail. Il allait à 300 à l'heure et il avait un physique, il faisait au bas mot 110-120 kg, un monstre. Oh oui, monsieur Austin, vous avez tout mon respect. Comme j'ai eu le respect de Bill DeMott ce soir-là où j'ai mis un chassé en plein dans la gueule de Corbin, Baron Corbin, oh oui. D'ailleurs, il faut une petite histoire, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans un de... Elle est commentée sur sa publication. Corbin, il avait posté une vidéo, je crois, où il rentrait en moto à NXT il y a quelques années et il disait en sous-titre il faut que je retrouve ce gars-là, il faut que je recommence à faire ça à la télé. Et moi, en rigolant, je lui ai mis en commentaire Instagram, mec, trouve-toi un manager français avec un clin d'œil. Et il a aimé le commentaire. Et je sais plus, il m'a même répondu, allez liker ce commentaire et dites-lui, ouais, vas-y Corbin, on veut que tu aies Sylvester Lefort comme manager à la télé again. On commence par NXT et on grimpe les échelons pour aller jusqu'à Raw et SmackDown. Et quand on fera un autre PLE en France, oh oui, Sylvester Lefort sera là pour ouvrir le show, mes amis. Et je lancerai une dédicace à tous les membres de la chaîne en disant oh oui, bel esprit. Ah ouh. Alors, dans ce match, continuons les remerciements. Merci Carmelo Hayes de prouver encore une fois la véracité de mes arguments. Parce que pour ceux qui ont vu la review de Raw de lundi dernier, Xavier Woods est un catcheur qui considère donc le super kick comme un move assez dévastateur pour tenter un finish juste après, même si le mec se dégage. Autant pour Carmelo Hayes, c'est juste un coup pour contrer une attaque de LA Knight et pour enchaîner sur autre chose après et se faire contrer juste derrière.
Je vous redis, alors je pense que maintenant que vous commencez à comprendre comment moi je décris et j'analyse les matchs, dès que vous voyez un super kick ou vous voyez Jade Cargill ou Johnny Gargano, vous savez que je vais réagir. Et là, j'ai réagi. Carmelo Hayes, à un moment, je sais pas, il y a LA Knight qui court à la corde, il lui met un super kick, boum. Et là, après, il le met en position pour faire une sorte de pile driver powerbomb et LA Knight contre. Voilà, ça me donne envie de roter. Le deuxième, là, je pense que je vais bien roter toute la vidéo. Oh oui, oh oui, bel esprit. En plus, avec l'écho, ça va être magnifique. Et en plus, la porte est fermée, donc je risque de mourir asphyxié d'ici la fin de la vidéo. Mais bref, tout ça pour dire, en fait, pour Carmelo Hayes, le super kick, c'est un truc de transition. Comprenez, le super kick est un des meilleurs finishes de l'histoire. Il a mis fin à la carrière, entre guillemets, à la WWE de Ric Flair. Il a battu d'innombrables catcheurs comme Bret Hart, qui d'autre, non, Taker quand même pas, peut-être Triple H, enfin bref. Un des meilleurs finishes de l'histoire, d'un des meilleurs catcheurs de l'histoire. Et là, par contre, un mec comme Carmelo Hayes, du haut de son immense expérience, qui nous dit deux choses. Soit, littéralement, il défèque, pour ne pas dire excrémente, sur ce finish, soit alors il nous dit inconsciemment que son super kick, c'est littéralement de la MERDE. Parce que vu qu'il tente pas de finish après, vu qu'il s'en sert pour faire une transition et faire une prise, tenter de faire une prise derrière et se faire contrer. En fait, grosso modo, soit il nous dit son super kick, donc il sait à l'avance qu'il ne va pas gagner le match avec, donc pourquoi tu le fais? Explique-moi. Pourquoi tu fais une prise dans un match si tu sais déjà à l'avance que tu n'as pas une chance de gagner? Ça, c'est le premier truc. Alors, attention, vous allez me dire, oui, mais dans ce cas-là, pourquoi tu donnes des coups de poing et des coups de pied? Oui, d'accord, mais c'est des coups de poing et des coups de pied. C'est pas un PUTAIN de super kick. Je vous redis, un super kick, c'est censé être un finish. C'est censé être le finish de Shawn Michaels. Là, quand je vois des jeunes qui font des super kicks à tort et à travers, et ils en font 5 ou 6 dans le match, et que le mec va même pas au sol, et juste derrière, il contre et il lui fait une prise moins impressionnante qu'un super kick, je ne comprends pas. Le super kick, c'est littéralement un coup de pied dans la gueule d'une personne. Ça est censé vous mettre KO ou au moins une commotion cérébrale, je ne sais pas. Et le fait disons le mot, de déféquer, de faire CACA sur littéralement CHIER sur cette prise, pour moi, c'est un blasphème, c'est un scandale. Et tout ce que ça montre, c'est que notre petit Carmelo Hayes, eh bien, tu as encore 2 ou 3 trucs à apprendre, mon ami. Même si, encore une fois, je le redirai toujours, je suis honnête, tu es à la télé, tu gagnes plus d'argent que moi. Mais c'est très triste que, je redis, de voir des catcheurs aussi talentueux que Carmelo Hayes, eh ben, catcher comme ça. Parce que Xavier Woods, pour en revenir à lui, Xavier Bois, lui, a tenté un tombé après son super kick sur Jey Uso, à Raw. Donc, si lui le fait, pourquoi pas Carmelo Hayes? Ben, peut-être, encore une fois, ça veut dire que le super kick de Carmelo Hayes ne vaut rien. Et donc, j'en reviens à ma question, pourquoi le faire? Je vous laisse mettre de la réflexion, mes amis. Aussi, intéressant de voir dans ce match que LA Knight essaye de lancer une sorte de setup, une sorte d'introduction à son BFT, Blunt Force Trauma. Là, on l'a vu, il faisait... Il claquait des mains. Alors, moi, dans ce genre de truc, ce que je vois, enfin, le premier truc que je me dis, c'est est-ce que quelqu'un lui a dit, mec, tu as besoin de quelque chose avant ton finish? Peut-être. Parce que Roman Reigns a le ouh, ah, qui est un ou inversé d'ailleurs. Est-ce que lui aussi a regardé Tom Larifa sur les Indies? Cody Rhodes, qu'est-ce qu'il a? Je sais plus ce qu'il a. Est-ce qu'il claque des mains? Enfin bref, la plupart des grands catcheurs, il y a le switching music qui tape au sol. Taker, il fait le signe comme ça. Moi, je tape des pieds, mais double en faisant aou, aou, aou. Donc, bel esprit. Donc, tous les plus grands catcheurs, ils ont toujours un setup pour leur finish. Et donc, est-ce que quelqu'un, un producteur ou un agent lui a dit, mec, il faut que tu trouves quelque chose? Vas-y. Mais d'un autre côté, je pense pas que c'est top. Il faudrait qu'il trouve un truc avec yeah ou night, et là il y va, boum. Ouais, ça pourrait être pas mal. À voir, à voir. À voir, mon cher Louis-Albert Chevalier. En tous les cas, victoire prévisible de LA Knight, et LA Knight, enfin, ça je suis très content, qui enchaîne les victoires et surtout qui ressemble enfin à une star. Pour être une star, il faut gagner ses matchs. Il ne faut pas se voiler la face. Hein. Si vous jobez tout le temps dans les yeux des gens et visuellement, vous ne serez pas une star. Là, LA Knight gagne enfin ses matchs. Oh oui, oui, bel esprit. Il a le booking qu'il méritait depuis 10 ans. C'est ce que je lui avais dit à Lyon. Je fais, mec, super content de ce qu'ils font avec toi, mais ils auraient pu le faire il y a 10 ans. Ce à quoi il m'avait répondu, I know man, I know, but hey, I'm just happy it's happening. Je suis content que ça ait enfin lieu. Alors mes amis, un grand moment de télévision. J'ai pas dit de catch, de télévision.
WWE Women's Tag Team Championship match entre Jakara Jackson et Lash Legend, deux très très bonnes catcheuses que j'aime beaucoup. Jakara Jackson est magnifique, je l'avais rencontrée en vrai à Orlando. En plus c'est une peintre, c'est une artiste elle aussi. Nikita Lyons m'avait présenté à Jakara en disant hey, regarde lui aussi il peint, et on avait un peu parlé peinture, bel esprit. Elle peint ses propres tenues, elle me disait, ses propres habits. Et bref, donc Jakara Jackson, Lash Legend vont être opposés à, ah ben non, rien du tout, interruption de Kevin Owens et de Cody Rhodes. Franchement, c'est bien fait parce qu'on s'y attendait pas. Que Kevin Owens débarque au milieu du ring pendant que les deux font leur rentrée, là, les deux meufs d'NXT, bel esprit, bel esprit, bel esprit. C'est une forme de booking différent que j'aime beaucoup. J'aime que la team Triple H, niveau booking, prenne des libertés comme ça et essaye de faire des choses différentes. Et là, ça passe avec Kevin Owens. Déjà, ça avait commencé avec où les amis, le troisième arrive. Oh ouais, oh oui, on va battre des records dans cette review, je vous l'annonce les amis. Je sais pas, c'est parce que je suis assis sur une chaise en plastique ou parce que je viens de manger juste avant le Monster ou parce que c'est du catch ou parce que c'est le bel esprit. Mais dans tous les cas, je pense qu'on va battre les records du nombre de Raw, mes amis. Oh oui, ça va peut-être même être dans la vidéo, dans le titre, on verra. J'ai pas encore décidé du titre de la vidéo. Et bref, tout ça pour dire mes amis. Donc, c'est bien qu'ils tentent des nouveaux trucs parce qu'ils ont commencé avec l'agression entre guillemets de Kevin Owens sur Cody Rhodes dans le bus filmé par les fans, et là ils continuent avec Owens qui débarque en plein milieu de l'entrée d'un match. Bel esprit, bel esprit, bel esprit, bel esprit. Donc entre lui et Rhodes ça commence à se chauffer. Randy Orton arrive pour essayer de séparer les deux, et là les choses se gâtent entre Orton et Owens. Orton s'en prend une, Owens s'en prend une aussi de la part d'Orton. Franchement, c'est un très bon booking, ça fait mousser la feud et ça fait aussi comprendre, ça c'est old school mais bel esprit, que ça fait comprendre aux jeunes d'NXT que hey les enfants, calmez-vous, c'est pas vous les stars ici, d'accord? Donc vous faites votre entrée, vous êtes contente, mais attendez, avant de faire votre entrée vous allez vous faire interrompre par les mecs qui sont là sur la route depuis 10-15 ans quoi. Donc c'est bien, c'est une forme de mentalité old school où c'est bien cool, t'as ta chance à la télé, mais know your role, know your spot, know your place and shut your mouth. Oh oui, ah oh. Et alors là mes amis, alors là, donc arrive l'entrée des championnes. Jade Cargill les entrées des championnes, Jade Cargill et Bianca Belair. Parce que comme cette équipe n'a rien d'organique, c'est juste deux jolies femmes afro-américaines mises ensemble qui ont des gros physiques. Voilà. En plus, on en a quatre. On a quatre magnifiques femmes afro-américaines dans un match. Est-ce que ça serait pas un clin d'œil de Triple H aux critiques qu'il a eu récemment? Parce que je sais pas, on lui avait posé une question à une conférence de presse, je crois, j'ai pas suivi cette histoire. Mais en fait, c'est ça qui me fait rêver, c'est qu'aujourd'hui, tout est une couleur de peau. C'est un truc de ouf. Enfin bref, je vais pas rentrer là-dedans parce que les gens ils vont pas comprendre là où je veux en venir, mais c'est un truc de ouf. Personnellement, j'ai aimé la réponse de Triple H, qui avait dit, je crois, parce que j'ai suivi de loin, il me dit, moi je vois pas le couleur de peau, je vois que le talent des gens. Et ça, je kiffe. C'était exactement le message de Martin Luther King qui disait, moi j'ai un rêve que les gens soient jugés par la valeur de leur caractère, de leur personnalité et pas par la couleur de leur peau. Mais c'est ça en fait qui est top. On va pas mettre quelqu'un à la télé, il faut qu'on le mette parce qu'il a une certaine couleur de peau. Non, tu es à la télé parce que tu le mérites, parce que tu as du talent. C'est de la logique pure et dure. Surtout dans un business artistique ou sportif, je sais pas. Parce que qui s'est plaint que par exemple au basket, il n'y a pas plus de différentes représentations raciales? Non, parce qu'on vise la productivité, on vise le fait qui est meilleur dans une telle activité, on s'en fout de la couleur de peau. Enfin bref. Ah là là. Bon, enfin bref, ça pour dire. Là, on a Jade Cargill qui arrive, mes amis. Et Jade Cargill, alors, quand elle dit, je cite, elle fait sa pose à la con là dans son entrée, et là elle dit, see, these people, they love me. Non. C'est pas just say no, c'est just no. Non. Ça, ma petite Jade, je te le dis tout de suite. Déjà, primo, les gens t'aiment pas. Non. C'est juste tu mousses parce que tu as une entrée de ouf. Mais ça prendra peut-être un peu de temps, des mois, peut-être, bon, des années je pense pas, mais ça prendra quelques mois. Mais les gens vont commencer à voir à travers ton game. Ils vont commencer à voir que tout ce que tu sais faire, franchement, hein, on va pas se voiler la face, tout ce que tu sais faire, c'est des poses plastiques. Et alors après, je sais pas, est-ce que c'est une pose de transformation en super guerrier, super saiyan de Dragon Ball Z, là, ton truc où tu mets les bras comme ça là, et tu fais la belle. Écoute meuf, tu veux que je te dise, même ça je le fais mieux que toi. Même ça, la pose de super guerrier, de super saiyan de Dragon Ball Z, je le fais mieux que toi. La preuve, allez voir mon Instagram.
le post que j'ai mis hier soir, où j'étais on fire, j'avais déchiré mon t-shirt, ça a été un t-shirt un peu comme ça là. Alors je sais pas ce qui s'est passé, j'étais en train de faire le dos et les bras, et là en fait il y a la couture, mais c'était pas une couture, c'était genre thermocollé, le truc il s'est ouvert et des deux côtés. Alors ça m'a fait des ouvertures pour les dorsaux, bon ben l'esprit je transpirais moins, mais j'ai déchiré un t-shirt que j'avais acheté justement à Orlando pour les entraînements au Performance Center, bien moulant. Alors oui c'était du médium, d'accord, c'était très petit, mais ça veut, en tout cas là, au Performance Center je l'ai jamais déchiré, donc ça prouve que j'ai pris du muscle, et donc j'étais tellement on fire, tellement motivé que j'ai fait une pose de supérieur avec même le filtre Snapchat qui vous met la coupe de Super Saiyan, et franchement ça rend mieux que Jade Cargill qui fait sa PUTIN d'entrée. Et bref, tout ça pour dire, le match commence, et là, comme par hasard, quelle énorme étrangeté de l'univers. Des fois, vous savez, autant moi l'univers j'adore, les synchronicités, la vie, les énergies. Oh oui, je suis connecté. Oh oui, oh oui. Et alors là, j'ai pas compris. Parce que Jade Cargill, qui nous est vendue comme une des meilleures catcheuses de la planète, ou alors qu'il faut faire ses louanges chaque fois qu'elle apprend à faire une prise aussi basique qu'un body slam. Et bien là, dès le début du match, elle est éjectée hors du ring. Et c'est Bianca Belair qui prend tout le match en main. Mais qu'est-ce que cette étrangeté? Est-ce qu'on essaierait de nous cacher le fait que Jade Cargill ne sait pas catcher? Non, quand même pas. Faut pas. Non, vu ce qu'elle est payée, non, quand même pas. Il faut rentabiliser son salaire. Et donc, en parlant de rentabiliser son salaire, victoire encore une fois des championnes Jade Cargill et Bianca Belair. Cargill a littéralement fait qu'une seule prise et a pris au maximum 2 ou 3 chutes dans le match. Ce match, mes amis, ce match et ce segment, et je pèse mes mots, parce que j'ai été dans la position de Jakara et de Lashley John, non pas en catchant en Raw ou SmackDown, même si bon, oui, je l'ai déjà fait une fois ou deux, mais dans leur tête. Et dans leur tête, ce match, ce segment est un scandale. Donc, je vous dis d'un point de vue insiders. Pourquoi? Comprenez comment un catcheur pense. Le fait que Jade Cargill soit sur un salaire de main roster, c'est-à-dire un salaire de talent de la route, ça veut dire que au minimum, elle fait 2 à 3 fois plus par an que Jakara et Lashley John. Lashley John et Jakara sont 10 fois meilleurs que Jade Cargill, mais elles sont payées 2 à 3 fois moins, et je me demande si c'est pas 5 fois moins. Parce que sans donner de chiffres, je pense grosso modo, NXT, le salaire de base doit être à entre 50 et 75 000 $ par an. Salaire minimum sur la route, au moins 350 000, minimum. Sans compter, et ça c'est minimum, c'est sans compter le merch, la présence dans les jeux vidéo, les t-shirts, les apparitions en plus et tout. Donc partie de là, je vous dis, c'est un scandale. C'est un scandale et c'est une insulte. C'est une insulte au perfectionnisme professionnel de toute personne passionnée par ce business, comme moi et comme le sont sûrement Jakara et Lashley John. Parce que pour endurer tout ce qu'elles endurent à NXT et être surtout aussi fortes dans le ring, c'est qu'elles ont la passion. Et Jade Cargill l'a pas. Parce que si elle l'avait, elle aurait progressé depuis le nombre de mois, voire d'années qu'elle est à la WWE. Et je vous redis, le fait qu'elle soit mise comme ça à la télé, pushée comme elle est pushée, et dans les storylines, dans les angles où elle est, dans des matchs où elle rentre, alors elle rentre même pas dans le ring, elle rentre dans le ring juste à la fin et elle se prend 2 chutes et en plus elle gagne le match. Et le gagne de façon bof en plus, avec un finish vraiment bof et dangereux d'ailleurs. Tout ça pour dire, le fait qu'elle soit bookée comme ça, alors soit il y a 2 choses, soit elle est blessée, mais ça m'étonnerait quand même, parce que blessée pourquoi, elle fait quasiment rien, ou alors, si je vous dis, elle est tellement pourrie dans le ring, mais elle a dû signer un contrat à 6 chiffres, genre dans l'ordre des 500 000 $ par an, que ils sont piégés la WWE, ils sont waouh, on l'a signé pour 3 ans à 500 000, c'est-à-dire qu'on va lui donner 1,5 million. Ben, on est obligé de la mettre à la télé, même si elle est pourrie, on s'est fait entuber, on ne pensait pas qu'elle était aussi naze. Ben allons-y, allez, on la met à la télé, on va la protéger en l'exposant pas trop pour pas qu'on perde trop dans notre argent parce qu'on va la payer 500 000 $ par an, donc autant la mettre dans un angle de vue où les gens vont l'aimer d'une façon ou d'une autre, et pour ça, ça va être Bianca Belair qui va la porter sur ses épaules, pas toute sa carrière, mais voilà, tout le temps qu'elle va y rester, et c'est triste, et pour moi c'est un scandale, enfin je peux me le permettre déjà parce que je suis pas à la WWE, et surtout parce que je suis passionné et que je vous explique sur cette chaîne comment marche le business, c'est pas juste une question de oh elle est forte, oh elle est pas forte, ou alors oh le booking est bien, ou
booking qui est pas bien, c'est toute cette dimension de salaire, d'argent investi dans un catcheur et que plus on y met de l'argent, plus on va le voir à la télé, qui rentre en jeu. Et ça, je vous le dis, non seulement il faut l'avoir vécu pour le comprendre, et moi je l'ai vécu, donc croyez-moi, je le comprends bien. Quand je voyais des mecs à NXT qui étaient payés, alors ça me foutait les nerfs, ils étaient payés 200 balles de plus que moi par semaine, 200 balles par semaine, donc vous faites le calcul sur 52 semaines dans l'année, 52 fois 2, ça fait 10 000 balles par an en plus, ouais, 10-12 000 balles en plus à peu près. Yo les amis, 10 000 balles, vous achetez une bagnole, hein. Peut-être pas une voiture neuve, mais une bonne voiture d'occasion, hein, voire deux. Et ces gars-là, alors là, bon, je ne vais pas te donner de nom, peut-être pas dans cette vidéo, peut-être dans une TLR Stories, on verra, mais ces gars-là, ils n'avaient même pas le tiers du potentiel ou du talent que j'ai. D'ailleurs, 2 preuves pour cela. Ces mecs-là, au micro, ils avaient besoin d'un manager, comme moi. Et deuxièmement, dès qu'ils ont été libérés de leur contrat WWE, ils ont arrêté le catch. On les a plus revus. Ou alors ils ont essayé un peu, ils se sont rendus compte, oh là là, c'est dur d'être booké sur les indies et puis on gagne pas grand-chose. Et puis c'est dur de se changer de foule tous les jours. Et puis c'est dur de convaincre des promoteurs de payer un billet d'avion pour en faire venir. Eh ben ouais, connard, mais c'est ça le catch. Et qu'est-ce que ça, tu croyais que c'était des vacances et qu'on allait te payer pour catcher comme à la WWE, pour payer pour t'entraîner? Dégage de là, t'as rien à foutre dans ce business. Ok, c'est le cœur qui parle, mes amis. Et en parlant de cœur qui parle, mon cœur s'accélère quand je vois Tiffany Stratton à l'écran. Oh oui, oh oui, pour ces 2 gros talents qui sont ses capacités athlétiques et son charisme. Dans le ring, in-ring promo de Nia Jax avec Tiffany Stratton. Alors franchement, j'adore de plus en plus Nia Jax au micro. Franchement, elle s'est trouvée, elle est excellente. Et d'ailleurs, je vais te dire franchement, alors là, pardonnez mon inculture de Disney, mais vous avez capté. En regardant ce segment, je commence à capter la vibe entre Nia Jax et Tiffany. C'est un genre de Cruella et Cendrillon. Alors, je sais pas du tout si c'est le bon dessin animé, c'est peut-être peut-être pas Blanche-Neige, mais Cendrillon ou la Belle au Bois dormant, enfin bref, je sais pas. Ouais, peut-être Cruella et la Belle au Bois dormant, je sais plus. Mais bon, je vous dis, je suis pas un expert en Disney. Moi, les seuls films Disney que j'ai regardés, c'est Aladdin, Le Roi Lion, mais je l'ai regardé qu'une fois vu qu'il m'a fait chialer au cinéma. Et Hercule, j'aurais dû le regarder parce que c'est la mythologie grecque, j'adore. Ouais, Aladdin et Robin des Bois, Merlin l'Enchanteur, Bel Esprit. Et c'est tout, je crois. Ouais, c'est tout. Disney, je n'étais pas un grand fan, gamin. Bon, bref, mes amis, grosso modo, donc Nia Jax, c'est la grande méchante sorcière, entre guillemets, pas trop belle, pas belle, un peu forte, qui manipule et contrôle la jolie petite princesse en rentrant dans sa tête. Oh oui, oh oui. Et les petits filous, je vous vois venir. On n'a pas ce genre d'humour sur la chaîne, ok? Donc peut-être on lâche des roues à cause du monster, mais on n'a pas ce genre d'humour. Donc oui, la grande méchante sorcière rentre dans la tête de Tiffany Stratton, mais elle rentre pas ailleurs, d'accord? Arrêtez d'avoir des idées mal placées comme ça. Ah là là, bande de petits filous. Bon, suite à ça, Naomi arrive et défie Nia, qui accepte. Quelle surprise! Alors là, mes amis, c'est incroyable. Là, je m'y attendais pas. Comment c'est possible que Nia Jax accepte comme ça un impromptu match, un match pas prévu, alors qu'elle est en tenue de catch? Je comprends pas. Est-ce qu'elle avait deviné ou est-ce qu'elle avait senti les énergies? Elle s'est dit, bon, j'ai pas de match de prévu ce soir, mais je dois aller parler dans le ring. Oh, bah tiens, je vais me mettre en tenue de catch au cas où. Non. Petite erreur de booking, mes amis. Parce que bon, vous avez compris que j'étais ironique. Non, ouais, c'est. En fait, le truc, c'est que tu vois la meuf sortir. Surtout que Nia Jax était en tenue, mais pas Tiffany Stratton. Donc tu vois la meuf sortir en tenue de catch, tu dis bon, ok, elle va avoir un match. Et là, au final, elle fait juste une promo au micro. Là, t'as Naomi qui arrive et qui lui dit bon, vu que t'as pas de match ce soir et moi que j'en ai pas prévu, allez, Nick Aldis, rends le match officiel, je te défie. Bon, c'est un peu écrit gros comme une maison, mais mes amis, c'est comme ça. Moi, personnellement, je vous le dis tout de suite, mes amis, si j'avais été dans ce segment, j'aurais trouvé une façon de mettre des habits de ville, mais qui me permettaient de catcher quand même. Ça, c'est la base. C'est la base pour être un minimum crédible. Comprenez là encore une fois comment mon esprit de booker et d'artiste et de catcheur marche. C'est ça le truc. Si je suis censé vendre le truc en mode non mais le match n'était pas prévu, attends, calme-toi, surtout si je suis heal, tu vois, surtout si je suis heal, je fais non mais attends, tu vois bien, je suis pas en tenue, donc non, ton match, tu te le prends et là tu peux te le rentrer ailleurs que dans la tête, d'accord? Pour Tiffany Stratton, Nia Jax rentre dans sa tête, et ben moi le match que tu veux contre moi, tu te le rentres là où je pense, là où on pense tous quand j'ai parlé de rentrer quelque chose dans Tiffany Stratton. Et donc, c'est bien ce trou-là. Et donc tout ça pour dire, voilà, et par contre j'aurais prévu une tenue, genre allez, un jean élastique ou quelque chose comme ça, j'aurais mis mes genouillères en dessous, sous le jean, sans être trop flag, et voilà, et je me serais chauffé avant la promo, mais et après, donc, vous faites venir l'arbitre qui dit non, mais on s'en fout que tu sois pas en tenue, tu es un catcheur WWE, tu dois toujours être prêt à avoir un match quand tu es au boulot, et là c'est parfait, et là vous racontez une histoire de ouf. C'est juste dommage. C'est juste dommage que Nia Jax soit sortie en tenue de catch. D'ailleurs, bel esprit pour ses bottes. Ah, ses bottes sont magnifiques. Hein. Les bottes, et je vous le dis les gars, le 4e il est là.
Les bottes de Nia Jax sont magnifiques. Dorées comme ça, elle me fait rêver. Il faudrait que je lui demande... Enfin non, je sais où elle les prend. Elle m'a dit c'est un Mexicain qui lui fait super rapidement. Elle me l'avait dit ça l'autre fois parce qu'en fait, pour la petite histoire, j'avais vu Nia Jax la semaine d'avant son retour au Royal Rumble, je crois. Et elle m'a dit, par contre Fréchie, tu le dis à personne. Hein. Tu le dis à personne. Alors j'avais fait la bêtise de le dire à Byron Saxon, que j'avais vu 2 jours après. Donc elle m'en avait un peu voulu, mais ça je l'avais pas dit sur les réseaux. Et elle me dit, c'est super, le mec qui me fait mes bottes, il m'a fait mes bottes en 3 jours. En 3 jours, parce qu'à l'époque, elle faisait son retour à la WWE après s'être fait suspendue parce qu'elle avait refusé de se faire prendre l'injection obligatoire. Et elle a bien eu raison. Et donc, ces bottes dorées sont magnifiques. D'ailleurs, petit conseil, si vous voulez faire du catch, un pro regarde ça. Un pro va regarder si vous avez des bottes. Un pro va regarder si, surtout, en plus, vous changez vos bottes régulièrement. Oh oui, bel esprit. Nia Jax, respect pour tes bottes. Donc bref, avant d'attaquer le match entre Naomi et Nia Jax qui est officialisé, on a Liv Morgan qui arrive, et ça j'avoue, un des points positifs de Crown Jewel, des bijoux de la couronne, et attention les petits filous avec votre esprit mal placé, hein, je parle des bijoux de la couronne, pas des bijoux de famille, et encore moins des bijoux de famille de la famille royale d'Arabie Saoudite, ok? On arrête d'avoir l'esprit déplacé. Donc, un des points positifs de Crown Jewel, des bijoux de la couronne, c'est que ça apporte un vent de fraîcheur dans les face-à-face et dans les rivalités qu'on va voir. Là, de voir Liv Morgan qui arrive à SmackDown et face à face avec une Nia Jax, bel esprit parce que c'est pas un truc qu'on voit souvent et ça, j'avoue, ça, même si c'est bizarre parce que ça fait heel contre heel, en attendant, bel esprit, c'est une vibe différente. Oh oui, tout comme d'ailleurs, il me tarde de voir aussi ce que ça va donner entre Cody Rhodes et Gunther. Oh oui, ça aussi, ça va être pas mal. Donc, comme je vous l'ai dit, s'ensuit un singles match entre Nia Jax et Naomi. Alors, Naomi, classique dans son catch de spot. C'est-à-dire, il n'y a pas de lutte, c'est juste un enchaînement de prises et de prouesses athlétiques. Alors, personnellement, ça passe visuellement, et puis surtout, bon, Naomi est gentille et très mignonne, ok, mais moi, qu'est-ce que j'ai horreur de catcher contre ce genre de catcheur ou catcheuse. Parce qu'en fait, il n'y a aucune improvisation. C'est du par cœur, et c'est un exercice de mémoire et de gymnastique. C'est pas du catch, ça. Du catch, c'est censé être de la lutte et d'improviser en fonction de ce qu'on écoute avec la foule. D'ailleurs, je vous dis, alors, il est sur YouTube, ils ont mis Pro Wrestling Cyprus, ils ont mis mon match contre James Farrell, le premier match de la tournée, que je mettrai aussi dans mon vlog à Chypre. Donc, mettez sur YouTube, peut-être je mettrai le lien en dessous dans la description si j'ai le temps, parce que là, je suis sur la route. Il est 17 h, j'ai même pas encore fini la vidéo. Espérons qu'elle sera uploadée rapidement. Peut-être je mettrai dans les liens en dessous mon lien vers le match à Chypre, mais ce match est magnifique. Ce match, je vous dis, c'est comme je le dirai dans le vlog, c'est 75% d'impro. 75% d'impro. Le travail du bras qui me fait, c'est un truc de ouf. Et même moi, de toute façon, tout le monde a été surpris. Il y en avait qui étaient persuadés que je m'étais vraiment flingué le bras. Un truc de fou. Franchement, et d'ailleurs, en fait, j'ai tellement bien vendu le bras que mentalement, j'ai envoyé de la douleur dedans. Quand je suis revenu du match, j'avais tellement gardé le bras là, plié contre moi, à faire comme si je m'étais déboîté l'épaule, tout le match, que quand je suis rentré, j'avais des courbatures de ouf dans le bras. Et d'ailleurs, j'ai encore mal au pec. Mais ça, c'est peut-être les chops qu'on m'a mis dans le deuxième match. Je sais pas, mes amis. Bref, dans tous les cas, oh oui, le catch de Naomi, c'est pas top. Enfin, moi, personnellement. Après, je vous redis, hein, elle a une grosse connexion avec la foule. Bonne catcheuse, ok, bonne catcheuse dans le sens qu'elle rapporte de l'argent et qu'elle connecte avec les fans. Mais son catch, non. Victoire de Naomi, quand même, grâce à Liv Morgan. Et ça, c'est un bon booking parce que ça fait mousser tout le monde. Ça fait avancer toutes les storylines. Ça remplit toutes les missions. Oh oui, il y a même eu une apparition surprise de Rhea ralenti. Là aussi, bel esprit, on s'y attendait pas. Donc ça peut être pas mal. Ce petit angle avec les bijoux de la couronne, ça pourrait être pas mal parce que ça va peut-être redynamiser un peu les storylines, d'autant plus que maintenant que Raw fait 2 heures, on a besoin de surprises comme ça. Oh oui. Donc peut-être que Nia va se ramener à Raw la semaine prochaine. Espérons avec elle, espérons pour nous et pour notre goût du catch, pas pour nos yeux, hein, arrêtez d'avoir l'esprit mal placé, pour notre goût du catch qu'elle ramène avec elle, Tiffany Stratton, la femme aux 2 gigantesques talents, encore une fois, ses capacités athlétiques et son charisme au micro. Oh oui. Et là, mes amis, autant vous savez, j'hésite maintenant. J'hésite parce que la semaine dernière, on a créé sur la chaîne le gang des serpillères, d'accord, le clan des serpillères. Le gang ou le clan, peu importe, mais same shit. Là, maintenant, j'hésite à créer le clan des somnifères. Parce que là, en fait, déjà, ça rime, bel esprit. Et pourquoi je dis ça? Parce que là, on a un segment backstage où on voit qui suit avec Nick Aldis et on a Legado del Fantasma qui arrive. Alors, mes amis, j'ai failli m'endormir direct. Et je suis à moitié sérieux. Déjà parce qu'il était tôt, parce qu'il était 7 h du mat dans le train et que j'avais même pas 6 heures de sommeil en moi.
me suis réveillé ce matin, j'avais la tête dans le fion, comme on dit, vraiment dans le fion. Mais il a fallu prendre le train pour venir ici à Marseille, coacher et catcher. Et aussi faire cette review. Oh oui, désolé pour l'écho, hein, je vais essayer de modifier la voix, mais je vous promets rien. Désolé, ça sera rare que ce soit comme ça, le son aussi pourri. Soyez indulgents, je fais les photos sur la route, oh oui, oh oui. Donc bref, en attendant, en parlant d'être sur la route, manque de sommeil, et j'ai failli m'endormir à cause de ce petit diablotin de Santos Escobar et pas Pablo. Et parce que là, en fait, au micro, ouais, non, ces mecs trouvent quelque chose. Mais là, autant dans le ring, ça peut relativement passer parce que tu as un bon look, même si tes prises sont très très bonnes. D'ailleurs, on a bossé là-dessus aujourd'hui au stage, ça me faisait délirer parce que maintenant, en fait, dans mes stages, je fais des références à ce que je dis dans mes reviews. Mais bref, tout ça pour dire, parce que la plupart maintenant des gens qui viennent dans mes stages et mes entraînements regardent les reviews. Donc oui, dédicace à vous les jeunes. Et bref, ouais, non, Santos Escobar au micro, ça devrait être le nom d'un produit pour lutter contre les insomnies. Parce que là, en fait, il n'y a rien. C'est plat, one dimensional, il n'y a pas de charisme. Même moi, avec les yeux fermés et sans ma barbe, je fais mieux. Parce que la barbe fait partie du personnage quand même. Mais bon, enfin, c'est comme ça. Alors après, attention, voilà. Donc, comme je dis, le clan des somnifères. Pourquoi? Parce que juste après, alors là, pareil, là aussi, on a un segment avec les Street Profits et Tommaso Ciampa qui s'engueulent backstage pour savoir qui devrait être aspirant numéro 1 au titre par équipe. Alors voilà, au début, j'ai cru que Ciampa, vraiment, il était seul. Mais après, en regardant un peu mieux, j'ai vu que Harry Potter était derrière lui. Alors pareil, j'ai vu aucune Dirt Sheets qui a annoncé la signature d'Harry Potter à la WWE. Et donc en fait, t'as Harry Potter qui est derrière Ciampa, mais on le voit pas en fait. On le voit pas parce que comme il est tout petit et qu'il n'a pas de charisme et qu'il ressemble à rien, et ben en fait il est derrière Ciampa qui est balèze quand même, il a un bon physique et il a une belle gueule parce qu'à la base il me ressemble de l'époque où je me rasais le crâne et j'avais la barbe. Et là en fait, donc les gars s'engueulent, donc mais en fait je suis en train de me dire attends. Il y a les Street Profits avec l'inutile B-Fab, c'est ça son nom. Ciampa qui est censé être dans DIY une équipe. Je comprends pas pourquoi il est avec Harry Potter et pourquoi il s'engueule. Et donc en fait il s'engueule. Comme je disais, quelqu'un allait ouvrir la porte. Oh oui, mais ça va, c'est Yann, l'arbitre, bel esprit à l'ancienne. Oh oui, un mec que je connais depuis 2007. T'inquiète pas frérot, je vais pas couper la vidéo juste pour toi parce que toi, oh oui, il représente. Le mec que je le connais depuis 2007. Il a arbitré mes matchs à la ICWA en 2007. D'ailleurs, je sais pas si j'en aurai en vidéo. Peut-être j'en mettrai un dans une TLRAM avec Yann Kerzodek. Donc t'inquiète pas frérot, c'est pas grave que tu aies ouvert la porte. Je le laisserai. Oh oui, nature peinture, vous vivez ça en direct. 50 minutes de review. Waouh, un truc de ouf. On est parti pour 1h10, je pense. Bon bref. Et donc les amis, et là donc je vous explique, Ciampa s'engueule avec les Street Profits, avec Harry Potter à ses côtés. Alors est-ce que c'est son manager, est-ce que non? Et ben là en fait je comprends. Vous savez, des fois, en fait, ce qui est trop ordinaire, pour moi, ce qui est trop ordinaire, ce qui n'a rien de spécial, je m'en rends pas compte. Vous savez, c'est comme si moi mes yeux, en fait, c'est comme dans la rue, je vois tout de suite les culs, les meufs qui sont bonnes, les avions de chasse, ça je les vois direct, et boum, c'est un radar. Mais en fait, pareil, si vous êtes un catcheur, vous n'avez pas de charisme, vous n'avez pas de physique, je vous vois pas. Et donc en fait, après j'ai compris, mais en fait, Harry Potter, c'est pas Johnny Gargano. Et alors, boum, il y a tout qui s'est éclairé. Je me suis dit, oui, mais en fait, c'est ça. Déjà qu'il n'a pas de charisme, sans lunettes et torse nu, et il a essayé de se faire passer pour un fan, un adolescent avec un t-shirt, il y a 2 ou 3 semaines. Et la semaine dernière, il a essayé de se faire passer pour Harry Potter. Harry Potter qui a un succès phénoménal niveau livre et niveau film. Et il se dit, bon, en catcheur, je ressemble à rien. Et je vais essayer de voler la gimmick d'Harry Potter. Mais en fait, c'est bon, je t'ai capté. Johnny, calme-toi. C'est bon, t'es toujours Johnny Gargano. T'as toujours pas de talent et pas de physique. D'ailleurs, je me demande maintenant très sincèrement, est-ce que des producteurs de la WWE ne s'en sont pas rendus compte, que JG, Johnny Gargano, n'a aucun charisme? Est-ce qu'il regarde les TLR Reviews? Je vous pose la question. Parce qu'en fait, le truc, c'est il faut comprendre aussi d'un point de vue télévision. Pourquoi tu mets le mec le plus petit en arrière-plan? Est-ce que tu veux le cacher? Au contraire, c'est comme quand tu prends une photo de classe ou une photo, tout simplement, tu mets les plus petits devant. Ben là, Johnny Gargano qui est taillé comme un cure-dent, comme moi quand j'avais 16 ans, mets-le au premier plan. Je sais pas, j'ai pas compris en fait. Non mais franchement là, hashtag ironie et hashtag blague à part, pourquoi Johnny Gargano n'est pas au premier plan? On le voit quasiment pas dans ce segment, il est planqué derrière Ciampa. Et après en plus il essaye en plus d'être intimidant. Il essaye d'être intimidant. Et j'insiste sur le essaye. Parce que moi, Johnny Gargano qui me gueule face nez contre nez, tête contre tête, je le regarde, je fais ok d'accord et je m'en vais. Je prête même pas attention. Je combats pas parce que ce que tu combats, tu le deviens. Donc ne parlons plus de Johnny Gargano. Je ne veux pas devenir comme lui.
Ou remarque, j'aimerais bien être toujours à la WWE, faire un salaire WWE. Oui, oui, parce que moi, croyez-moi, je serais divertissant. Et vous seriez ultra fiers d'avoir un représentant comme Tom LaRufa, pardon, Sylvester Lefort à la WWE, ou même Basil Baraka. Basil Baraka, quel gros nom. Quel gros nom, Basil Baraka, quand même, quand on y repense. Et il faudrait que je vous explique un jour l'histoire derrière ce nom, parce que c'était un truc de ouf. En fait, non, c'est une histoire de MERDE, mais c'était vraiment marrant. Il avait explosé de rire, Marcus, qui m'a toujours pas répondu. J'attends que l'ouragan passe en Floride avant de demander à des potes en Floride de le contacter pour moi, parce qu'il n'a pas répondu à mon DM sur Instagram. Mes amis, c'est l'heure du main event entre Jimmy Uso et Solo Sikoa. Alors, avant même de commencer, respect total à Solo Sikoa. Parce que mes amis, soyons honnêtes, nous sommes toujours honnêtes sur la chaîne, d'accord? Solo Sikoa a porté sur ses épaules, quasiment tout seul, toute la storyline de la Bloodline depuis WrestleMania. C'est indéniable. Avec Reigns, Jay et Jimmy qui étaient partis, il restait que lui. Et maintenant, le mec, en quelques mois, tout le monde le voit comme un main eventer et une menace crédible pour n'importe qui lui fait face. Alors oui, ok, le mec derrière, il a tout un clan avec lui, mais on s'en fout. Ça reste la tête du serpent, ça reste le leader du clan. Et non seulement il est crédible au micro, il est crédible dans la réaction qu'il obtient de la foule, et il est crédible dans le ring. Pour moi, c'est un super bon catcheur et un vrai catcheur. C'est ça qui est excellent, une vraie superstar WWE qui mérite sa position et que quand il est mis dans une position de force, eh ben, il remplit, il coche toutes les cases et il excelle. Je vous dis franchement, il y a 6 mois, en toute franchise, 6 mois, septembre, août, juillet, juin, mai, avril, il y a 6 mois, 6-7 mois, si on vous avait dit Solo Sikoa va devenir la plus grosse star de SmackDown, le plus gros heel de SmackDown, après que Roman Reigns tout ça soit parti. On aurait tous dit, mais non, t'es taré, parce que dans la Bloodline avec Roman Reigns, c'était rien, c'était le tout petit, c'était le petit qui restait à sa place. Le mec en 6 mois, c'est devenu un top player de la WWE, respect total amigo, oh oui, oh oui. Alors, d'ailleurs, lançons les débats, mes amis. Je suis presque tenté de dire que Solo Sikoa est meilleur que Jay et Jimmy, ces deux autres frères. Parce qu'en fait, plaçons-nous d'un point de vue purement mathématique et d'un point de vue purement pragmatique. Jimmy et Jay, il leur a fallu 10 à 14 ans pour vraiment commencer, allez, 10 ans, pour 10 ans de travail en équipe sur le roster principal de la WWE non-stop pour commencer enfin à briller et à se dégager. Ok? Ils brillaient en équipe, mais ça restait une équipe. Là, au bout de 10 ans, ils commencent à avoir leur propre identité et à se démarquer en tant que catcheur solo. Solo Sikoa, ça lui a pris 1 an. Hein. Donc, est-ce que Solo Sikoa est meilleur que Jay et Jimmy? Dites-le moi s'il vous plaît dans les commentaires. Parce que là aussi, après, ça soulève l'éternel débat que j'adore avoir avec des catcheurs, voire avec des fans, qui est qu'est-ce qui fait qu'un catcheur est bon, son talent ou le booking? Je vous laisse me répondre dans les commentaires, mes amis, et me dire ce que vous en pensez. Même si on a déjà parlé de ça, qu'est-ce qui a fait que Solo Sikoa a autant explosé? Est-ce que c'est uniquement le booking? Est-ce que c'est son talent? Est-ce que c'est les deux? Et si c'est les deux, en quelle proportion? Moi, je dirais c'est 50-50, c'est trop bateau comme réponse. J'ai presque envie de dire, ça a été... Au début, ça a été 70-30. 70% le booking, 30% le talent de Solo Sikoa. Et maintenant, c'est en train de se changer. Maintenant, c'est 70% son talent, 30% le booking. Parce qu'en fait, au tout début, on sentait qu'il était un peu timide, qu'il n'était pas encore trouvé et que c'était nouveau pour lui et que surtout, énorme charge professionnelle et morale et émotionnelle et physique et mentale et tout ce que vous, et énergétique. Et maintenant, ça y est, maintenant, le mec, on le voit dans son regard qu'il vit son rôle et qu'il est persuadé de ce qu'il fait. C'est top, top, top. Et franchement, mes amis, le jour où The Rock va revenir et va adouber Solo Sikoa et va choisir d'être du côté de Solo Sikoa, mais yo, ça va exploser. Ça va être un truc de ouf. Si The Rock prend le côté de Solo Sikoa contre Roman Reigns, Jay et Jimmy, j'en ai des frissons, les amis. Ouais, c'est bon, ça y est, j'en ai des frissons. C'est ça qui est bon. Oh oui, vive le catch. Bon, comme il le dit lui-même, ouais, c'est ça. Alors, c'est ça, parce que, en fait, j'essaye de suivre, je pars dans toutes les directions. Je reprends les notes où j'en étais. Justement, en fait, c'est énorme parce que quand j'étais en train de finir ces notes là, en parlant de est-ce que Solo Sikoa est meilleur que Jimmy et Jay, point d'interrogation, et après j'ai enchaîné dans tout à droite et à gauche. Et comme il le dit lui-même, quand je termine de taper ces lignes, ouvrez les guillemets, I'm not the little brother anymore. Now I am the tribal chief. Oh oui, oh oui. Le Solo Sikoa qu'on a maintenant, c'est plus du tout le même qu'on avait il y a encore 6 ou 7 mois. Oh oui, oh oui. Alors, bon, ça reste un très bon match avec une belle histoire à raconter. Par contre, je vous disais tout à l'heure qu'on allait avoir ça peut être négatif ou positif. Et là, c'est négatif. Bon, façon de parler, respect total aux gars qui étaient dans le main event, totalement. Mais
J'ai l'impression qu'on vous a bien entendu communiquer dans ce match, hein, dites-moi. Et d'ailleurs, petit dédicace, je ne l'ai pas mis en public, mais je l'ai partagé dans tous les groupes d'élèves HCP, TPW où je coach régulièrement. Sur Facebook est apparu récemment un Hell in a Cell en Dark Match. Qui n'a jamais été publié, mais quand on le voit, on entend les catcheurs qui appellent tous les spots. Et moi, je l'ai partagé aux élèves parce que c'est excellent de voir comment les WWE, les catcheurs WWE bossent dans le ring. Ils appellent tout comme ça. Alors, peut-être pas autant à voix haute comme on l'a entendu dans ce Hell in a Cell qui était un dark match, mais quand j'ai bossé avec Del Rio à Béziers, c'était exactement ça, les amis. C'était 20 minutes d'impro comme ça où on appelait tout dans le ring. Un truc de ouf, mais une expérience de ouf. Et donc, tout ça pour dire, mes amis, j'ai l'impression qu'on vous a entendu beaucoup parler dans ce match. Hein. Il y a 2 ou 3 fois où j'ai mis replay pour être sûr. Attends, c'est bien ce que j'ai vu parce que non seulement on voit leurs lèvres bouger, mais en plus, c'est genre bloc de punch. Ok, ben là, le coup de poing est bloqué juste après, bizarrement. Et après, deuxième, que j'avais pas remarqué au début du match, j'ai remarqué ça en cours de match. Jimmy, je t'adore vraiment, gros talent, gros respect. Mais frérot, tu catches avec une chaîne en métal autour du cou qui est comaque comme ça. Frérot, tu es censé être dans un sport de combat, entre guillemets, donc enlève ta chaîne, ça fait pas du tout athlète ou sportif. Et pire, tu risques des accidents. Imagine, elle reste coincée dans le tape du pouce de Solo Sikoa, ou alors elle s'accroche dans une des cordes, le mec, tu t'étrangles, surtout vu la taille de la chaîne. C'est pas le genre de chaîne qui va se péter comme ça en 2 temps 3 mouvements, c'est un gros truc, c'est limite un collier de chaîne que tu portes, mec. Donc double mais ce seront les seuls du show, alors qu'on arrive à pile poil 1 heure de review. Oh oui, oh oui, je n'avais pas prévu ça. Mais vous savez, quand j'ai la forme, grâce aux boissons 100% naturelles, yo, I'm on fire. Et là, en fait, mentalement, je suis en train de me préparer pour mon match. Oh oui, bel esprit. Et alors, bon, ça, on le verra à la fin. J'allais dire, je me prépare peut-être même mentalement pour Wrestle Dream Tomorrow. On verra. Je vous en parle tout à l'heure à la fin de la review. Et bref, tout ça pour dire, les amis. Donc, j'ai aimé que Solo domine tout le match et domine son frère. Parce qu'en fait, indirectement, il nous raconte donc que, je vous redis l'histoire, que Solo Sikoa n'est plus le même qu'à l'époque de la Bloodline avec Roman Reigns. Maintenant, le mec domine son frère, qui était pour lui meilleur que lui à l'époque. Donc, ça montre bien le changement de vapeur et surtout qu'il a augmenté de level, tel un Super Saiyan. Et pour ça, je vous renvoie vers ma dernière publication Instagram où je fais le super guerrier. Oh oui, parce que je craque mes t-shirts à la muscu. Oh oui, oh oui. Solo gagne le match suite à quelques interventions. Encore une fois, c'est du cinéma. Comprenez l'histoire de ce match. C'est le bras droit du héros qui a voulu faire tomber le chef de la mafia tout seul. Il a dit non, écoute, c'est bon, je vais m'en mêler. Dans le dos presque du gentil du film, il a voulu aller s'occuper du parrain et il s'est pris une balle. Et donc le héros doit venir s'en mêler. Roman Reigns arrive pour essayer de sauver son pote. Il nettoie le ring, il se retrouve face à face, one-on-one avec le parrain. Et bien évidemment, il se fait tout de suite démonter par le gang tout entier qui a récupéré et qui vient protéger le parrain de la mafia, Solo Sikoa. Mes amis, c'est du cinéma. Et quand le héros est au sol, la question que tout le monde se pose, c'est que va-t-il falloir aux good guys, aux gentils, pour surmonter cette épreuve et enfin battre les méchants? Eh bien, comme le dit Jimmy à un Roman Reigns au sol, un règne des Romains à genoux, il lui dit « Ous, we need help ». Mec, nous avons besoin d'aide. Oh oui, oh oui. Le show se termine sur, alors là aussi ça fait quelques fois que je vois ça maintenant, Executive Producers Paul Levesque et Lee Fitting. Ça me fait délirer. Est-ce que Triple H essaye de se faire mousser et il cherchait à se reconvertir dans la réalisation de shows télévisés pour qu'il mette son nom comme ça en bas de l'affiche? Bel esprit. Il a raison, il se fait mousser, le mec, il a raison. Hein. Le mec, il est derrière tout le produit, bon, à part les catcheurs bien sûr. Vas-y mec, fais-toi mousser. Comme ça au moins tu pourras mettre ta carte de visite en disant regardez, moi j'ai produit tant de shows télévisés à Raw ou SmackDown, je peux produire votre show si vous voulez. Quoi. Et en plus c'était en direct avec tout le stress que cela 3 heures, enfin 2 heures maintenant en direct avec tout le stress que cela sous-entend. Oh oui, oui, c'est comme moi qui dois en être à 44 je crois, 43 ou 44 reviews d'une heure à peu près, 45 minutes, 1 heure à chaque fois. Les amis, je peux tenir un show radio si vous voulez. Je peux tenir un show radio, je peux tenir un, alors ouais, ça dépend de la longueur du show. Mais moi comme je vois quand même des mecs comme Alex Jones qui font des shows de 3-4 heures tous les jours aux States, en direct, bel esprit frérot, bel esprit. Moi 3-4 heures, je sais pas si je te tiendrai, mais 1 heure, 1 heure et demie facile. Oh oui, oh oui. Et donc mes amis, franchement c'était un bon SmackDown. C'était un bon SmackDown, il était bien meilleur que Raw, parce que Raw j'ai rien compris.
Il était tout juste meilleur que Dynamite quand même, parce que quand même, vive les comparaisons quand même, mes amis, faisons des comparaisons pour que tout le monde soit content. Et non, en fait, c'est un bon SmackDown parce qu'en fait, toutes les storylines ont bien avancé. Et ça laisse présager de nombreux angles qui vont se développer dans les prochaines semaines ou mois. Bel esprit. Parce que je n'ai même pas vraiment parlé, mais là, pareil, on a donc l'angle de la Bloodline avec Roman Reigns, Jey Uso, Jimmy Uso, ils vont aller chercher qui pour les aider à battre Solo Sikoa et la nouvelle Bloodline, et Jacob Fatu. On a l'angle avec Cody Rhodes, Gunther, Liv Morgan, Nia Jax, mais on a aussi l'angle avec Kevin Owens maintenant qui apparemment va feuder avec Randy Orton et Cody Rhodes au milieu. Bel esprit, parce qu'on ne sait toujours pas pourquoi ce qui se passe. Parce que oui, à un moment, bon, d'ailleurs, Kevin Owens a attaqué Randy Orton dans le vestiaire aussi. Ça, je ne l'ai pas dit. Mais bon, de toute façon, vous l'avez vu, SmackDown. Donc franchement, c'est super parce que ça part, j'allais dire, dans toutes les directions, mais dans le bon sens. C'est pas toutes les directions, on ne comprend plus rien. Là, c'est toutes les directions, toutes les portes sont ouvertes. C'est énorme. Et donc, quand toutes les portes sont ouvertes, les courants d'air viennent. Et là, il y a du vent et c'est super, on n'a pas chaud parce que dans le sud, il faisait quand même chaud tout à l'heure dans le train quand je l'ai pris. Oh oui, oui, aucun rapport, mais c'est encore une fois, c'est comme ça que mon cerveau marche, mes amis. Donc, mes amis, alors, deux trucs, parce que justement, j'ai sélectionné un commentaire auquel je vais répondre, mais il est lié à ce que je voulais dire. Je vais essayer d'être rapide parce que là, c'est 1h04 déjà de vidéo. Donc, je vais lire le commentaire, vous allez comprendre. Alors, le commentaire, mes amis, nous vient de, je crois que j'ai déjà répondu à une de tes questions, mon ami Zach Zri 5057. Alors, il me dit, dans une vidéo, en réponse à un show AEW, voilà, tu me dis, bon, je passe tes compliments, merci amigo. J'avais une question. Lorsque tu étais à la WWE et puis à Impact, est-ce que tu étais stressé dans ton travail, point d'interrogation, peut-être plus à la WWE, point d'interrogation. Alors, oui. Stressé, oui, je l'étais déjà pour, je voulais pas me blesser, ça c'est le premier truc. Si tu es blessé, tu perds ton spot, tu perds ton temps à la télé, comme je l'ai précisé dans ma TLR Stories. Numéro 1. Ensuite, stressé parce qu'à la WWE, le moins de paix de travers, ça peut se retourner contre toi si tu n'es pas établi à la télé ou si tu n'as pas quelqu'un dans l'office qui t'aime bien. C'est-à-dire un paix de travers, pas ça, je veux dire arriver en retard à un show par exemple, ou alors oublie de dire bonjour à quelqu'un d'important qui risque de le prendre mal. Ouais, voilà, ou dire quelque chose de travers, enfin, ou avoir un mauvais regard envers un coach un jour, ce qui te fait une réflexion. Ce genre de petits trucs. À la WWE, ça pouvait, je ne vais pas sceller ton destin, mais oui, ça pouvait te faire perdre beaucoup de points, surtout si tu étais sur la pente montante. Ça pouvait direct, boum, tout te casser. Ça, c'est le premier truc. Deuxième chose, en fait, rien n'était jamais sûr à la WWE. On pouvait te dire, ouais, la semaine prochaine, vous allez faire ça, et le jour d'après ou la semaine d'après, il ne se passait rien et tu faisais rien pendant 6 mois. Ça nous est arrivé des dizaines de fois avec Marcus. J'en parlerai dans les TLR Stories quand je détaillerai le parcours des légionnaires à NXT, mais combien de fois on a eu des promesses qui n'ont jamais été tenues. Donc ça aussi, c'est stressant parce que tu te dis, mais pourquoi ils n'ont pas tenu leurs promesses? Est-ce que c'est parce que j'ai fait une bêtise dont je ne suis même pas conscient? Ou alors, est-ce que c'est autre chose? Tu vois, ton cerveau part dans tous les sens. Ça, la WWE, en tout cas à l'époque, entretenait la parano, c'était la culture, ils voulaient que tout le monde soit sur la pointe des pieds, tout le monde soit soucieux de garder leur emploi pour pouvoir en faire ce qu'ils voulaient et leur dire, bah, tiens, ce soir, tu vas aller dans le ring et tu vas te pisser dessus au milieu du ring. Quoi, tu veux pas le faire? Ah ben c'est pas grave, t'inquiète, on le file à quelqu'un d'autre et ben demain t'es viré. Voilà, c'était grosso modo c'est ça la WWE. En tout cas à mon époque et dans la position où j'étais. Après si c'était un Kevin Owens ou un Finn Balor qui arrive et qui est direct, on te file le numéro du téléphone portable de Triple H. Oui bon là c'est sûr, t'inquiète pas, ils vont pas te dire on va faire te pisser dessus au milieu du ring. Et quand bien même tu le ferais, on te le dirait, t'aurais un salaire derrière beaucoup plus important que la plupart des autres gars. Donc voilà, ça sera différent. Impact, aucun stress. Alors oui, le stress de vouloir bien faire, c'est-à-dire de vouloir bien catcher. Mais à Impact, la liberté était telle et l'ambiance était tellement bien dans les vestiaires que oh oui, c'était un rêve Impact. Ça a été une des meilleures, check le biceps, ça a été une des meilleures périodes et expériences de ma carrière à Impact. Enfin, mon premier chapitre à Impact, ça oui, en tant que Basile Baraka. Mais pareil, je prévois une TLR Stories, oh oui, avec les 2 colonnes, oh oui, sur tout Impact, mes tryhards à Impact, comment ça s'est passé. Donc là-dessus, vous en faites pas, vous aurez tous les détails. Et pourquoi j'ai pris ton commentaire? Parce qu'en fait, c'est là que je vois le changement en fait. Et là, non seulement j'en avais parlé avec les mecs sur la route à SmackDown, à Lyon et à Backlash, mais aussi, dites-vous un truc, c'est que maintenant je vois le produit. Et en fait, quand vous voyez combien de fois je fais des parallèles entre les storylines WWE, le booking et le cinéma. Et bien en fait, maintenant je sais pourquoi. En fait, c'est pas que je sais pourquoi, je le sens. Je suis quasiment sûr maintenant que par exemple, quand vous êtes sur le point de commencer un programme qui va durer 2 ou 3 mois, voire 4 ou 5 mois comme Nia Jax et Tiffany Stratton. Je suis sûr que Triple H ou un scénariste, ou les deux ensemble, le scénariste qui est responsable de la storyline, va venir vous voir et vous expliquer, voilà, écoute, la story qu'on va faire, la vibe, c'est exactement ce film-là. Va le regarder, comme ça tu vas comprendre ce qu'on veut faire. Toi, tu vas être la méchante et Tiffany, ça va être la gentille. Va voir ce film, comme ça tu vas comprendre la dynamique qu'on veut installer.
Et ça, en fait, ça, c'est un truc qu'ils vont ensuite bosser dessus sur des mois et des mois. Pareil pour Rock, Roman Reigns, Cody Rhodes, c'est exactement les Avengers. Avec d'un côté, tu as Thanos qui arrive, et puis d'un autre, tu as Iron Man qui revient, on croyait qu'il était mort. Enfin, c'est exactement ça. Et je suis sûr que c'est comme ça que fonctionne le booking et le scénarisme. Non, l'écriture des scénarios sous l'ère Triple H. Et je trouve que c'est excellent. Et vous savez pourquoi je dis ça, les amis? Je vais vous le dire parce qu'encore une fois, je l'ai vécu personnellement. Parce que c'est exactement comme ça que pensait Dusty Rhodes, pas Cody Rhodes, Dusty Rhodes. Dusty Rhodes nous parlait tout le temps de cinéma. Il nous disait tout le temps, pour développer un personnage, regardez des films. Regardez comment les histoires et les personnages sont développés dans les films. Et ça, mes amis, j'avais acheté au moins une centaine de DVD. Centaines de DVD. Quand il nous avait expliqué que le personnage de Bray Wyatt, c'était un mélange entre... Alors, je sais plus, il y en a un, c'est le Devil's Reject. Un mélange entre un des méchants dans le Devil's Reject de Rob Zombie, mais ça je n'ai jamais vu ce film, et l'autre c'était, pas Piège en eau trouble, c'était un film avec Nick Nolte, il me semble, Nick Nolte, oui, et Robert De Niro, où Robert De Niro faisait un mec qui sortait de prison. Il avait la même tenue que Bray Wyatt et il voulait se venger de l'avocat qu'il avait mal défendu, qui était joué par Nick Nolte, et pour ça il harcelait sa fille et tout. Je sais plus le film, dites-le moi dans les commentaires si vous voyez de quel film c'est. Et en fait, quand Dusty Rhodes nous avait expliqué que pour aider Bray Wyatt à développer son perso, il lui avait dit regarde ces deux films et fais un mélange des deux, j'avais capté. Et moi, pour le personnage de Sylvester Lefort, petit avant-goût d'un autre TLR story que je prévois sur comment développer un personnage à la WWE, chose que j'ai fait au moins une demi-douzaine voire une dizaine de fois à la WWE, et je vous montrerai tout à l'appui. Vidéo, photo, que j'avais développé 6 personnages différents à la WWE. Chacun était prêt pour la télé. Ça, je vous le dis tout de suite. C'est juste que je n'étais pas dans leur priorité et ils avaient une liste de mecs au-dessus de moi à mettre à la télé avant moi. Mais tout ça pour dire, j'avais regardé pour le personnage de Sylvester Lefort, l'entrepreneur, le riche entrepreneur de la French Riviera. Oh oui, oh oui. Et ben j'ai regardé Ocean 11. Ocean 11, Ocean 12, Ocean 13. Enfin, ce genre de film. Casino. Casino, c'était énorme, avec Robert De Niro, il y avait Joe Pesci, je crois, il n'y avait pas Al Pacino aussi, enfin bref, tout ça pour dire, j'avais regardé beaucoup de films et franchement, ça m'avait grave aidé pour développer mes personnages de catch. Ça m'aide encore aujourd'hui, actuellement, beaucoup. 300 Gladiator pour le personnage du Spartiate, et je sens cette touche cinématographique, encore plus avec les segments filmés cinématographiquement qu'on a en ce moment à la WWE avec l'ère Triple H. Oh oui mes amis, je pense que ça sera le titre de la vidéo, l'ère Triple H, l'ère du cinéma. Oh oui mes amis, allez, je vous souhaite une bonne soirée, kiffez. Alors le seul truc que je vais terminer là-dessus, je déteste dire ça. Je vais essayer de le faire, mais je vais essayer de le faire. Mais la review de Wrestle Dream, il faut que je le regarde. Il va falloir que je le regarde. J'ai énormément de choses à faire demain. Ça va faire 4 heures de show. Je vais me démerder pour le faire, mais elle sera peut-être postée très tard demain soir. Mais voilà. Donc soyez online, les amis. Dites-le moi dans les commentaires déjà. Moi, je le ferai quand même, je pense. Mais dites-moi dans les commentaires si une review de Wrestle Dream vous intéresse. Parce que bon, au final, j'ai envie de dire, si ça intéresse que 10 personnes et qu'il n'y a que 500 vues... que ça vaut le coup de regarder 4 heures de catch. Franchement, oui, ça vaut le coup parce que je le ferai quand même. J'étudie le produit pour Take Over Again. Oh oui. Allez, mes amis, je vous laisse. On va se préparer pour le show. Il est 17h25. Waouh, bel esprit. Oh oui.